Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est mercredi et comme vous le savez, c'est jour de débat sur des questions de sport sur la radiodiffusion télévision du Burkina. Pour ce numéro de sport, nous nous intéresserons aux 7e et 8e journées des éliminatoires du mondial 2026. Les étalons peuvent toujours se qualifier à condition, oui, de faire un sans faute à Bissau et à Ouagadougou pour réduire l'écart avec le leader égyptien. Pour le débat de ce soir, 4 baroudeurs de la presse sportive sont avec nous. Nabi Bayala de Actualité.bf. Bonsoir. Bonsoir Lassina. Bienvenue. Oui. Et puis juste frère Manzio de Akonews, arbitre VAR de la CAF et ancien arbitre international. Bonsoir Lassina. Comment ça va Zio? Oui, ça va, c'est un plaisir d'être sur le plateau. Vous étiez au Chan, hein? Oui, j'ai eu la chance de participer. Ça s'est bien passé? À mon niveau, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Et puis Moussa Bila, correspondant pour Canal Plus Burkina, fraîchement rentré aussi du Chan, hein, en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Bonsoir Lassina, bonsoir à tous et très ravi d'être là. Vous avez fait et le Kenya et l'Ouganda et la Tanzanie. Et la Tanzanie, exactement. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. On a vécu un bon Chan, une belle finale, une finale de niveau Coupe d'Afrique des Nations entre Madagascar et le Maroc. Madagascar n'a pas démérité, mais c'est le Maroc qui a été vainqueur, donc félicitations au Maroc. Voilà, le dernier Tanzanien de ce plateau s'appelle Alain Didier Compaoré, lui aussi rentré, hein, mais prématurément, hein, parce que les étalons étaient éliminés. Effectivement. Et les étalons ont coupé notre élan. On n'a pas pu rallier Kenya alors que c'était l'objectif. Bon, en tous les cas, on est revenu, tout va bien et la vie continue. Vous parlez Swahili maintenant? Ouais, je peux parler un peu Swahili. On peut dire bonjour en Swahili? Caribou. Caribou. Voilà. Bonne arrivée, bienvenue. Voilà, donc caribou à tous, hein, pour ceux qui comprennent Swahili. Ce soir, nous parlerons, comme je l'ai dit en introduction, de ces deux matchs des étalons face à Djibouti et donc face à l'Égypte à Ouagadougou. C'est deux objectifs majeurs. Objectif 6 points pour continuer à rêver. Et puis en second terme, on parlera de ce mercato assez spécial, hein, pour les étalons du Burkina, non, pour les internationaux burkinabés à travers le monde. Et puis on terminera avec un sujet plus léger sur les tickets, les prix des tickets pour ce retour au stade du 4 août prévu pour le mardi 9 septembre prochain. En tout cas, bien installé. On va aussi surtout saluer Moussa Semporé qui assure les commandes techniques ce soir dans cette émission de Sportbox. Messieurs, on va introduire avec cette liste du sélectionneur Brahma Traoré. Il a convoqué 26 joueurs pour ces deux rendez-vous. Et à Bissau et à Ouagadougou, 4 gardiens de but, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et puis aussi des attaquants. Je pense que j'ai fait bien le compte. Hein. Mais c'est 8 défenseurs. Je pense 8 défenseurs, 7 milieux, 7 attaquants, je crois. Mais même si on verra tout à l'heure en débat qu'au milieu de terrain, c'est plutôt 6 milieux de terrain que c'est parce qu'on a mis Jordi Minougou en milieu de terrain, pourtant il n'est pas milieu. Alors messieurs, Nabi Bayala, 26 joueurs pour les 6 points à prendre. Est-ce qu'on a pris tout ce qu'il fallait pour aller donc à la conquête de ces 6 points? Oui, le 20 déjà tiré, l'entraîneur a fait le choix de ces 26 joueurs. On va prendre acte, même s'il y a beaucoup à le dire sur la composition de ces 26 joueurs-là. Il y a eu quand même un tollé à la suite de la révélation de cette liste, notamment au niveau des gardiens du but. Voilà, déjà qu'on apprend que Kylian Nikema est forfait de la part de la fédération. Bon, le choix pourrait rattraper quand même le sélectionneur. Et aussi au niveau du milieu du terrain, on sait que c'est un chantier au niveau des étalons qui dure et qui perdure. Et on a l'absence de Aziz et d'Ismaïla Ouedraogo qui quand même en ce moment font partie des hommes forts des expatriés burkinabés à ce poste-là. Donc pour moi, bon, il a fait son choix, hein, et il aura aussi son dispositif par rapport à ses plans de jeu. Et on attend déjà face à Djibouti. Voilà, le match d'entrée pour voir vraiment si le choix sera payant. Alors, juste fait mesure, on dit Djibouti, c'est vrai, c'est le petit poussé, hein, de ce groupe du Burkina Faso. Toutes les équipes ont battu pratiquement Djibouti avec des scores importants. En match aller, hein, c'était 4-1 pour les étalons. Avec cette liste-là, est-ce qu'on peut déjà espérer faire un résultat là-bas avant de pouvoir rêver au stade du 4 août? Non, moi je ne dirais pas que je ne me poserai pas la question si on peut, on doit. On a obligation, si on a d'abord l'ambition d'aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'une victoire contre Djibouti
obligatoire pour le 5 septembre. C'est encore le petit poussé et le Burkina Faso se trouve être un épouvantail dans cette poule-là. Derrière l'Égypte, et le Burkina Faso a un vécu au niveau africain avec plusieurs participations à la CAN, voire même une finale continentale. Donc sur le papier et à valeur de joueur, le Burkina Faso naturellement est au-dessus de Djibouti. Maintenant, la dernière édition du CHAN vient de nous montrer qu'on ne doit pas sous-estimer une équipe. Et l'équipe de Madagascar nous a montré par la plus belle des manières lorsqu'elle s'est retrouvée en finale. Donc si les étalons ont déjà le goût par rapport au match aller, où il y a eu 4-1, mais pour pouvoir avoir cette victoire large au score, les étalons ont dû cravacher dur. Voilà, et chaque match que les étalons ont joué jusqu'à, je pense que sur les 15 ou 16 matchs de Brahma, très rarement nous avons eu des clean sheets. Donc ça veut dire que lorsqu'on joue encore à l'extérieur, c'est pas évident qu'on pourra garder j'allais dire les cages inviolées. Mais on a obligation d'avoir les 3 points et ça, moi, je ne me pose pas la question. Pour moi, c'est une condition, j'allais dire, une haute contre-performance, c'est une contre-performance et c'est une faute professionnelle pour moi. Alors, Bila, on le dit, on a envie de dire que ça doit être une formalité sur le papier Djibouti, mais quand on connaît un peu le passé de cette équipe des étalons, où là où on les attend, c'est là-bas qu'ils déçoivent. Est-ce qu'on peut mettre des doutes sur ce match du vendredi? On ne doit pas forcément mettre des doutes, mais on doit rester concentré, parce que ce match contre Djibouti, c'est le match qui nous prépare psychologiquement en même temps contre l'Égypte, et c'est le match à prendre au sérieux, parce qu'il ne faut pas parler juste pour parler. C'est vrai qu'on doit se respecter, on doit respecter l'adversaire. Djibouti a 1 point, c'est le petit poussé du groupe, on les a battus 4-1, mais l'expérience nous a montré, c'est pas juste parce qu'on dit que là où on les attend, ils atteignent jamais. L'expérience nous a montré avec les éliminatoires d'une Coupe du Monde, où on a crié pendant longtemps que le gros morceau c'était l'Afrique du Sud, et que finalement c'est la Mauritanie qui nous a battus, et qu'à un moment donné, on se plaignait sur un match à rejouer entre le Sénégal et le Cap-Vert, je sais plus trop, juste parce que toutes les équipes avaient battu, je sais plus le petit de la Mauritanie à l'époque, qui était le petit poussé, sauf le Burkina Faso, qui avait perdu contre la Mauritanie, et qu'à un moment, on a perdu des points en faisant un match contre l'Afrique du Sud. Donc justement, il faut faire attention, il faut rester concentré, parce que j'ai comme l'impression que le discours est un peu plus, on est déjà un peu campé. C'est vrai que la réouverture du stade du Khartoum, nous sommes tous enthousiastes par rapport à cela, mais il faut prendre le match au sérieux, parce qu'il ne faut pas seulement gagner, il faut gagner avec la manière, permettre au bout d'une heure d'avoir l'impression d'avoir plié le match, pour pouvoir faire tourner, pour pouvoir réserver certaines personnes, parce qu'on sait que nous sommes en match de début de saison, où les joueurs ont, même si c'est pareil pour l'Égypte, les joueurs ont un match dans les jambes, d'autres sont seulement des pré-saisons, d'autres ont 0 minute dans les jambes, d'autres ont des pré-saisons même assez bâclées dans le groupe. Donc du coup, il faut faire attention, rester concentré, permettre aux sélectionneurs de faire tourner contre Djibouti et pouvoir arriver avec toutes les armes psychologiques pour jouer contre l'Égypte. Alors, Alain Didier, on l'a dit, quand on regarde cette liste de Brahma Traoré, 4 gardiens de but, 7 défenseurs, mais 8 défenseurs, je ne sais plus là, 7 milieux de terrain, avec Georgie Minougou en milieu de terrain, et puis on a 7... 8 défenseurs, 7 milieux, 7 attaquants. Voilà. Est-ce que ce dispatching-là vous satisfait? Bon, le dispatching ne me dit rien en réalité. Seulement, bon, peut-être c'est au niveau du choix des hommes. On ne peut plus refaire le choix, c'est déjà fait. Déjà qu'on perd un gardien, je pense quand même que c'était la doublure du gardien titulaire. C'était le numéro 2. C'était le numéro 2 pratiquement. Et maintenant qu'il ne reste que 2 gardiens, non, 3 gardiens. Deux gardiens supplétifs, je vais dire. Non, 3 gardiens, parce qu'on a Hervé Kofi, on a Lagui Sanou, on a Clovis Baziomo. Non, oui, vous allez me comprendre. Moi, je vais dire en fait que Hervé est déjà titulaire, ça n'a pas de problème. Maintenant, Kylian étant blessé, Sanou, pour moi... On fait un basculement là. Oui, Sanou, pour moi, n'a pas aussi l'expérience que peut-être un Farid ou Drago, qui pourrait peut-être, on ne le souhaite pas, mais nous sommes en compétition, tout peut arriver. Donc, qui peut, pour moi, pouvait être quand même le remplaçant naturel de Hervé Kofi.
Bon, cela n'est pas fait. Peut-être, je ne sais pas si le règlement permet à ce qu'on rappelle encore un autre joueur, mais je ne pense pas. Mais ça serait incohérent que le nouveau joueur qui vient prenne automatiquement la place de numéro 2. Oui, mais c'est pas une première C'est incohérent à vue d'œil. Ce n'est pas incohérent pour le staff du moment où c'est le deuxième qui a été snobé pour appeler un quatrième gardien. Farid est le deuxième gardien de la hiérarchie et c'est Farid qui n'a pas été convoqué. C'est un autre gardien qui a été appelé et ensuite un autre gardien quatrième qui a été complété. Bon, on ne juge pas les hommes, mais la logique n'est pas très claire. Donc du coup, à un moment donné, il faut se poser les questions. Si Kylian est forfait, il reste Ladji Bama et il reste et il reste Clovis Bazemo, qui pour l'instant n'a pas encore eu son baptême de feu. Donc effectivement, c'est difficile de jeter un tel gardien dans un match aussi important, même si on n'aura pas le choix. Ne parlez pas de les jeter parce qu'il est troisième gardien maintenant dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, c'est troisième gardien. Normalement. Mais bon, vu les circonstances et vu vraiment l'enjeu de ces matchs-là, bon, on ne va plus refaire la liste. Mais bon, c'est des lacunes pour moi et qu'il faudrait en tenir compte dans les prochaines convocations. Donc, pour moi, là-bas, mais au niveau de l'axe central, on prie toujours Dieu qu'il n'y ait pas de blessures, sinon tous ceux qui devraient être appelés sont appelés. Voilà, donc là-bas, il n'y a pas de problème, tout comme au milieu du terrain, même si vraiment je déplore, comme Nabil a dit, l'absence d'Azizki et de Ismaïla Ouedraogo. Alors, messieurs, on l'a dit, hein, le gros chantier des étalons, on le sait. On a aussi, c'est vrai, les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il y a aussi la CAN qui arrive dans pratiquement une centaine de jours. C'est le secteur médian. Quand on regarde la liste du sélectionneur vraiment, on dit 7 joueurs, mais quand on retire de cette liste-là un garçon comme Georges Minikou, ça fait 6 joueurs, 6 milieux de terrain qu'on a convoqués. Est-ce que c'est pas un gros risque que le sélectionneur prend en convoquant que 6 joueurs au milieu de terrain? Je ne sais pas si c'est le mot risque qu'il faut employer, mais ce que je sais quand je regarde depuis l'arrivée de Brahma, quand je regarde cette liste, ça veut dire qu'il y a Zungrana, il y a Josier, il y a Razak Yoda, et qui sont des compléments des milieux qu'on connaissait déjà, qui sont Cédric Badolo qui était déjà là, et qui est encore Seydou Sempouré, qui était déjà là. Seydou Sempouré, il faut rappeler, hein, dans son club, il joue défenseur central. Oui, voilà. Il joue à 90% défenseur central, ça c'est clair. Et cette saison, il a joué un premier match milieu, il est reparti à son poste. La saison passée, c'est une saison pleine en tant que défenseur central. Donc, du Blati. Et Blati qui joue milieu des Léeurs, on le sait. Quand vous regardez la liste, en fait, quand on enlève les 4 gardiens, il nous reste 22 joueurs, normalement qui sont 2 par poste. 22 joueurs, normalement, c'est 2 par poste pour permettre à chacun, évidemment, d'avoir une doublure. Les milieux de terrain, donc, je reviens. Donc, il n'y a que 3 qui sont des compléments des milieux de terrain qu'on connaissait. Les 3, c'est Josier, c'est Yoda et c'est Zungrana. Donc, il y a Sempouré, Badolo et Blati qui sont déjà dans le groupe. Donc pour l'instant, ça veut dire que dans la recherche de Brahma, ce sont les 3 pour l'instant qui sont là dans son ossature. Après, l'absence de Azizki, pour moi l'absence de Azizki, ça me heurte pas beaucoup parce que c'est un joueur que Brahma il connaît. Il a vu jouer, donc je peux dire que oui, exactement, il se dit Blati et Azizki m'a pas apporté tout ce que je veux peut-être, voilà pourquoi il n'a pas choisi. Le championnat marocain n'a pas encore démarré, bien qu'il a joué la Coupe du Monde des clubs, il a en pré-saison, ok. Mais Ismaïla Ouedraogo, je pense que parmi nos milieux, c'est le milieu le plus régulier. Le plus régulier. Et que le sélectionneur aime son profil ou pas, le truc c'est que il est non seulement régulier, et en plus, je crois qu'il n'a jamais eu vraiment la chance de jouer sous Brahma. Contrairement à Azizki, par exemple, qui a joué des matchs et tout. Mais Ismaïla, je ne l'ai pas vu jouer. Il a joué, je pense, 10 minutes contre le Niger, un match amical, le premier match de Brahma, et c'est fini. Donc, je crois que peut-être là, il faudra qu'on y pense vraiment, parce que non seulement il répond aux critères sportifs, il répond aux critères de constance. Et donc, normalement, pour un pays comme le Burkina, nous sommes à la recherche des joueurs compétitifs, qui chaque week-end jouent. Je pense que le sélectionneur peut y penser. Après son choix, donc on le jugera au... il a parlé de Ismaïla. Est-ce qu'Ismaïla n'est pas en train de vivre la même situation que Adama Guira pour la génération 2013 où Charles Caboret a pris toute la lumière et Adama Guira était là pour juste prendre les restes?
Oui, ça peut se comparer dans ce sens-là, ça peut se voir à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître que au temps de Adama Djiras, Charles était véritablement au-dessus. Mais là, quand vous regardez le milieu actuel, il n'y a personne qui transcende. Il n'y a personne qui transcende. Je vais dire, Ismaïla est aussi compétitif, voire ne pas être décevant par rapport à ceux qui sont déjà là. Moi, peut-être à une moindre mesure, quand j'enlève Blati, je pense que Blati, c'est beaucoup plus, parce que c'est un milieu relayeur, c'est quelqu'un qui... profil qui voilà, c'est un peu quelqu'un qui touche le ballon de tout. Mais, hormis ça, vous prenez, on a vu ce que Cédric Badolo a fait contre le Sénégal, les deux bourdes qui nous ont coûté, mais c'est un joueur qui a toujours été dans l'équipe de Brahma. Souvent, comme on le dit, that is the question, pourquoi tout le temps être là, tout en étant en méforme, je vais dire, tout en n'étant pas performant, ça pose un problème. Dans la liste de Brahma, moi, ce qui me gêne énormément, comme on l'a dit à un moment donné, c'est le manque, j'allais dire, de fil conducteur. En fait, moi, c'est un entraîneur, c'est des idées claires, c'est un fil conducteur et c'est une cohérence. Le problème avec Brahma, c'est que vous vous retrouvez avec un joueur qui fait une belle prestation, qui est sur une ligne, et tout de suite, on le perd en cours de route. Et ce joueur-là, lorsque vous êtes un compétiteur, lorsque vous êtes dans une situation, surtout que vous êtes en confiance, c'est comme si on vous scie pratiquement les ailes. Parce que vous ne comprenez pas, vous vous mettez à gamberger, vous vous mettez à réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que, surtout qu'à la fin, peut-être que le discours que vous avez avec l'entraîneur, il est satisfait de votre prestation, mais à la prochaine liste, vous ne venez pas. Et moi, je me pose la question, et vous voyez que dans le milieu, dans le vestiaire, c'est beaucoup, généralement, ce genre d'ambiance-là qui casse un groupe, qui ne permet pas à un groupe d'être confiant, qui ne permet pas à un groupe d'être très solide, qu'il n'y a pas de complicité. C'est à ce niveau-là. Quand vous prenez la ligne d'attaque, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous fait venir Minungu, oui. Mais je vais dire qu'on a le temps de voir Minungu. On connaissait Minungu, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs. Et tout de suite, voilà, on le fait venir. Et si Minungu réussit ces 2 matchs, et qu'en octobre, on ne revoit pas Minungu, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence. Je pense que Mohamed Zungrana, ou bien Mohamed Zungrana ou Ouedraogo, le joueur de Mouloudia. Mouloudia, oui, c'est Zungrana. Zungrana avait fait les mêmes prestations et les matchs qui ont suivi, il n'a pas fait venir Mohamed. Non, si, voilà. Il était là. Non, oui, non, je vais dire, avant cette journée, il était là. Voilà. Depuis qu'il est venu pour la première fois, c'est des questions un peu comme ça qu'on se pose. C'est vrai que même Chassa Bansé, c'est un joueur qui a été longtemps blessé, qui a commencé à reprendre, qui est revenu. Malheureusement, qui s'est blessé. Voilà, qui s'est reblessé encore. Et tout ça, aujourd'hui, on avait mis l'espoir dans Sacha Bansé pensant que le problème du milieu de terrain, et surtout du milieu défensif, allait être résolu par ce joueur, malheureusement qui traverse une certaine difficulté avec des blessures. Et tout ça, c'est des interrogations qu'on se fait. Moi, je ne vois aucun joueur à l'horizon où je ne vois pas Brahma nous donner une solution par rapport à une cohérence, à des idées claires dans sa philosophie de jeu. C'est ça qui m'inquiète en Brahma. Alors moi, on l'avait dit déjà, hein, la fédération a sorti un communiqué nous annonçant malheureusement la blessure de Kylian Nikiema qui doit donc signer forfait pour ces 2 matchs et à Bissau et à Ouagadougou. Et comme on le disait tout à l'heure, du coup, il y a un basculement pour les gardiens de but. Hervé Kofi reste le numéro 1. Le numéro 2, je ne saurais vous le dire, mais selon Brahma qui avait dit que Baziemo était 4e gardien, ça veut dire que Lagui Sanou devient 3e et Baziemo donc 3e. Messieurs, on a la liste. Les nouveaux pour cette liste-là sont Giorgio Minungu, Clovis Baziemo ou Papou Konaté. Ça vous satisfait, Alain Didier? Oui, pour moi, surtout Minungu me satisfait parce que ça va quand même apporter du sang neuf au niveau de l'attaque. Et au niveau des gardiens, en tout cas, il y avait mieux à faire, mais comme ils disent qu'ils veulent le voir, je ne pense pas que c'est au niveau des matchs officiels comme ça qu'on peut tester un gardien. Je pense quand même que on pourrait profiter des journées FIFA pour le faire venir et puis le voir. Maintenant que subitement il devient 3e gardien, vous voyez. Donc, pour moi, c'est bien d'appeler, mais il faut savoir à quel moment appeler les joueurs pour les voir. Alors, Nabi?
Moi, franchement, Clovis Bazemont, c'est un peu une tâche pour moi sur cette ligue. Non seulement pour le principe de l'équité, même du label de l'équipe nationale. Il peut être talentueux, il peut avoir du potentiel, mais pour moi, ce serait mieux de l'encourager à persévérer en club, voilà, pour voir sa situation évoluer avant de venir en équipe nationale. Pour moi, le message de la convocation de Clovis Bazemont n'est pas bon. Pour un gardien qui évolue en 2e division en Côte d'Ivoire, et le voir en équipe nationale subitement, alors que quand on fait par exemple la liste des gardiens du but, je crois que Clovis... Bon, au niveau compétitivité du championnat vécu et tout, je ne pense pas qu'il puisse intégrer aussi facilement cette équipe des étalons. Et l'entraîneur nous a expliqué qu'il tente de le voir, qu'on a quand même fait un exposé du gardien et ça l'a tenté, il l'a appelé, il va essayer de le voir. Je ne sais pas si c'est à l'entraînement ou ça serait en situation de match, mais il a son objectif. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se passe bien et pour ce match contre Djibouti aussi, contre l'Égypte, pour qu'on n'ait pas à regretter d'avoir vraiment appelé un joueur de 2e division en Côte d'Ivoire. Alors je vois aussi qu'il y a un garçon comme Papou Konaté qui intègre la liste. Est-ce que pour vous, son accession est logique pour qu'aujourd'hui il puisse avoir une place sur le fond de l'attaque des étalons? Moi je pense qu'on doit on doit essayer de prendre exemple sur d'autres nations qui font la promotion des joueurs, des jeunes joueurs surtout. Papou, quand vous le regardez, moi j'étais à l'entraînement des étalons, c'est vraiment un bébé. C'est un bébé, on l'a vu la saison passée avec le RCK, comment il se démerdait avec la jeune équipe de Amadou Sampo pour jouer. Moi honnêtement, j'ai pas de problème avec ça, du moment où, de la même manière quand on parle du milieu de terrain en disant que c'est un chantier, notre attaque c'est un vrai chantier. Parce que pour moi, le vrai numéro 9 que nous avons aujourd'hui du top niveau, malheureusement, n'arrive pas à avoir une constance physique, c'est Lassina Traoré. Ensuite, il y a Mohamed Konaté qui n'est pas le même profil que Lassina Traoré, donc c'est 2 attaquants qu'il faut utiliser en fonction de l'adversaire. Donc Papou est un numéro 9 qui est arrivé en Lettonie, et quand vous regardez un peu son histoire, c'est que ça peut être encourageant parce qu'il arrive, il joue en réserve, il met des buts, il monte en équipe première, à l'équipe où on l'a prêté, il met 5-6 buts, l'équipe qui l'a prêté le ramène parce qu'ils ont trouvé que on a fait une erreur de le prêter, c'est intéressant, on le ramène, il a 18 ans, il a joué quelques matchs européens, pour moi il n'y a aucun souci d'avoir 18 ans et de promouvoir ces jeunes joueurs. C'est bon de le mettre en lumière. C'est bien de le mettre en lumière, il y a des Aliou Suleiman qui ont joué ce week-end, il a joué le championnat danois qui a 18 ans en première division, c'est l'occasion en même temps de regarder toutes ces pépites là et de pouvoir les suivre. Moi j'ai aucun souci avec ça. Maintenant après Georgie Minungu, c'est le message des binationaux, on a vu l'épisode à la fond. Donc Georgie c'est un binational qui a opté pour le Burkina. Donc il y a peut-être d'autres qui au fond de moi, je parle rarement des binationaux parce que pour moi un binational c'est celui qui met d'abord la patrie en avant. C'est celui qui se dit j'ai fait le choix de venir et que même on sait que les deuxièmes choix sont des choix par défaut, mais tu dois être toujours attaché quand même à la sélection et tout ça. Et donc Georgie Minungu a fait savoir que depuis longtemps il a voulu venir, il est venu. Donc il y en a pas mal comme d'Axel Kwame, comme pas mal, si ça peut renforcer l'équipe, tant mieux parce que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, le Sénégal a remporté la CAN en faisant venir 40%, 50% des binationaux, des joueurs qui ont accepté de venir jouer. Donc on doit aller dans cette tendance. Alors il y a aussi les absents. On a cité tout à l'heure Aziz Ki, Ismaïla Ouedraogo, il y a aussi Raouf Memel Dao, il y a Gustavo Sangare, il y a Cyril Bayala qui quand même se comporte très bien actuellement dans les championnats. Est-ce qu'on doit mettre un trait sur ces anciens comme Cyril Bayala, comme Gustavo Sangare? Non, je pense que tant qu'ils sont en compétition, je veux dire, tant qu'ils n'ont pas arrêté leur carrière internationale, ils sont sélectionnables. Et je pense que ça va être la phrase standard. Tout joueur est sélectionnable tant que l'entraîneur va y juger. C'est des choix. Et c'est pour ça que je reviens en disant que ma préoccupation, c'était justement ce manque de constance, de consistance et de cohérence dans le choix de Brahma. Brahma est tombé amoureux, je vais dire sportivement, de Memel Dao. Voilà, on a vu le tapis rouge qui a été déroulé par Memel Dao, qu'on l'a fait venir en équipe nationale parce qu'il venait de nous donner la qualification pour le CHAN. Tout de suite, c'était un joueur qu'on a estimé en griffe extraordinaire. Et 3 mois, voire 6 mois plus tard, c'est un joueur qui est perdu, qui disparaît des radars. De l'équipe nationale, je vais dire. Et c'est pour ça que souvent, c'est des questions qu'on se pose. Certains joueurs, pour le contenu et la manière dont Brahma joue,
c'est assez difficile pour certains joueurs. Moi, je prends par exemple le cas de Gustavo Sangaré. Je pense que il a peut-être 0 minute avec Brahma, voire peut-être juste un seul match, parce que déjà, on sentait que c'était pas le profil de joueur que Brahma recherchait, c'était pas un peu le même, mais c'était quelqu'un à un moment donné qui aurait pu être l'homme de la situation parce qu'il avait déjà une complicité avec Blatti, il avait déjà un vécu, il avait une expérience dans ce sens-là et on devait le garder. Voilà. Maintenant, Brahma a aussi été perdu. Pour moi, il était un peu perdu parce qu'il était dans une philosophie de reconstruction de son équipe. Parce que c'était un cahier de charges qu'on lui avait donné et il était dans une dynamique avec les 3 capitaines. Il a commencé à balbutier un peu toute la sélection à gauche, à droite. Donc il a appelé à tout va. Et pour l'instant, il n'a plus une vision et il a perdu certains joueurs comme ça, il n'a plus un regard sur certains joueurs, mais c'est des joueurs qui restent sélectionnables pour lui, à tout moment il peut les rappeler, mais il y a qu'il faut reconnaître qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'être en équipe nationale pour une certaine continuité, pour un certain vécu et ne pas faire l'ascenseur. Aujourd'hui, on est en équipe nationale, on est appelé, demain, on n'est pas appelé, on vient, voilà. C'est dans cet esprit-là que malheureusement, on ne peut pas appeler tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde aussi. Alors, oui, mais c'est bien quand même le clin d'œil que l'AS fait par rapport à un garçon comme Cyril Bayala qui vous pouvez tout le reprocher sauf un état d'esprit, sauf un engagement. Après on peut le reprocher durant toute sa carrière en sélection, surtout le manque de réalisme devant les buts, mais c'est un joueur de groupe qui depuis sa première sélection sous Duarte pour la CAN 2017 n'a jamais quitté la sélection jusqu'à malheureusement ces croisés qu'il prend en jouant à Ajaccio. Aujourd'hui il fait un bon début de saison avec Sheriff Tiraspol. C'est pareil pour Gustavo qui qu'on peut estimer être en baisse sous Brahma quand il était là, on l'a trouvé psychologiquement un peu atteint, mais là il joue 8 matchs européens quand même, il se qualifie pour la Conference League, donc c'est des joueurs qu'il faudrait. Après on ne peut pas appeler tout le monde au même moment, mais je crois que le sélectionneur doit juste pas avoir le discours de la porte est fermée pour tout le monde, je pense qu'il a jamais dit aussi, donc parce qu'on a 3 mois de la CAN, parce que là c'est double objectif, c'est vouloir se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est en même temps préparer une CAN, avoir une ossature surtout, parce que la force d'une équipe c'est ça aussi, c'est l'ossature, donc c'est pas simple quand même pour le staff, mais c'est là où les adjoints doivent compter, parce que moi je trouve quand même que Brahma est un peu esselé, un peu esselé. On ne peut pas préparer des matchs aussi importants pendant que des adjoints sont concentrés à jouer le CHAN de l'autre côté. Donc il y a tout cela où tout le monde est interpellé pour qu'on puisse être un peu plus professionnel. Alors, la situation de l'encadrement s'est remué un peu le couteau dans la plaie. Je pense que lorsque cette décision avait été prise, on avait interpellé les premiers responsables en disant que c'était pas assez cohérent, c'était un manque de vision, voilà, parce que à un moment donné, et je pense qu'on a fait des débats où on a dit que lorsque l'équipe nationale, avec l'adjoint, les adjoints seront en compétition, l'entraîneur aura besoin justement de ses adjoints pour réfléchir, pour discuter. Aujourd'hui, la préparation d'un match, on l'a dit, ce n'est pas sur le terrain. Ouais. Voilà, c'est un influx. Ce n'est pas que sur le terrain. Ce n'est pas que sur le terrain, justement. C'est de l'analyse, c'est de la vidéo, c'est voir les profils des joueurs, mais voir aussi le profil de l'adversaire. Aujourd'hui, jouer contre Djibouti et 3 jours après, jouer contre l'Égypte, c'est carrément l'Everest. C'est 2 mondes différents, c'est 2 styles de jeu, 2 niveaux de joueurs différents. Donc on n'appelle pas, les joueurs ne seront pas utilisés de la même manière. Et aujourd'hui, quand le staff n'est pas élargi, et on avait même parlé en son temps aussi même du nombre du staff. Aujourd'hui, je pense que le Burkina Faso bat le record en termes d'effectifs dans le staff, parce que c'est le staff le plus petit possible. Le plus famélique. Voilà, le plus famélique. Et aujourd'hui, lorsqu'on est une nation qui veut aller à la Coupe du Monde, on doit se donner les moyens et on doit voir grand. Et voilà, donc on n'a pas à rougir. Voilà, il y a des entraîneurs, il y a des préparateurs physiques. Chaque zone, un gardien de but, les attaquants, les milieux de terrain, on participe aux compétitions internationales et on voit, aujourd'hui vous avez un staff, rien que le staff même peut faire 20 personnes. Voilà, donc malheureusement c'est triste. Parce qu'en Tanzanie, quand j'ai vu le staff de la Mauritanie pour le CHAN, j'ai dit ouais. Le véritable problème même, c'est il y a le nombre, c'est vrai, il y a que le petit nombre qu'on a
fait 1000 choses à la fois. Parce que ce sont les adjoints qui sont censés regarder si chaque joueur joue chaque week-end, qui joue ici, qui fait quoi, coach, on peut regarder ici. Mais pendant que Brahma va tourner à gauche et à droite, Issa Balboni, le reste du staff sont concentrés sur comment se qualifier pour le CHAN. Et imaginez-vous si on était allé en finale du CHAN, par exemple, ça veut dire qu'on rentrait dans les 2 jours, la finale de CHAN est finie le week-end passé. Ça veut dire qu'Issa Balboni, son staff, rentrait maintenant là pour et pourtant, rejoindre en même temps. Le sélectionneur a dit que chaque élément de son staff faisait une liste de 30 joueurs. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils ont pu avoir le temps pour faire la liste de 30 joueurs. Non, on ne va pas aller plus loin. Parce que dites-moi maintenant là, parce qu'on joue vendredi contre Djibouti. Comment est-ce qu'on joue ce match, mes amis? Parce que c'est ça, il faut prendre déjà les 3 points à Bissau avant de pouvoir rêver à Ouagadougou de faire quelque chose face à l'Égypte. Nabi, comment est-ce qu'on joue ce match? Oui, déjà, je crois qu'on a les éléments. Quand on fait la comparaison, normalement, ça devait être une formalité. Mais de là, il faut arriver à détacher le match de Djibouti par rapport à l'Égypte. Il ne faut pas que nos joueurs aient déjà la tête à l'Égypte. C'est une étape. Djibouti, c'est une étape. Il faut se focaliser sur ce match-là. Je crois que nos joueurs à 100% mentalement et bien concentrés sur ce match, je crois qu'on pourrait quand même avoir la victoire qui va nous mener vers l'Égypte, parce que une contre-performance contre Djibouti, je crois que le match face à l'Égypte sera sous tension. On connaît le stade du 4 août et ça va encore ajouter la pression à la pression. Donc il faut vraiment se concentrer sur ce match contre Djibouti. Et on a vu lors des préparations, il y avait le sourire et l'entraîneur est confiant, les joueurs aussi sont confiants. Donc on attend vraiment de voir. Et il faut rappeler que Djibouti a un regroupement depuis début août. Depuis début août. Donc eux aussi ils essaient tant bien que mal de réduire l'écart face aux autres nations. Donc il faut vraiment une bonne concentration et aborder le match avec beaucoup de sérieux. Zio, on joue Djibouti, tout le monde gagne Djibouti. C'est pas le moment pour nous de caler face à cette équipe. Non, je pense qu'en introduction, je l'avais déjà dit, on n'a pas une autre performance qu'une victoire, c'est une contre-performance pour moi, comme je l'ai dit. On joue avec l'équipe type qui viendra jouer contre l'Égypte, ou est-ce qu'on fait quoi? Non, pour moi, on commence le match avec des certitudes. Des certitudes dans ce sens où on a besoin de se rassurer et on a besoin aussi que les joueurs soient rassurés eux-mêmes mentalement par rapport à la production. Parce que de toutes les manières, on peut battre Djibouti et puis mal jouer. Voilà. Mais on peut ne pas gagner contre Djibouti et puis très bien jouer. Le tout contre Djibouti, c'est le contenu. Le contenu, plus on va avoir des joueurs qui seront des faits follets, plus on va avoir de la complicité au niveau de la défense, des milieux de terrain qui seront créateurs. On aura des joueurs qui vont nous donner du plaisir. Contre l'Égypte, ça va nous donner véritablement de l'élan et de l'ambition, de la confiance par rapport à contre l'Égypte. Mais si on gagne contre Djibouti à la 89e minute, un but peut-être marqué sur autogol, vous imaginez comment sera l'ambiance au stade du 4 août. On aura eu les 3 points. Mais le contenu sera quoi? L'ambiance au stade du 4 août sera que nous allons avoir d'abord des joueurs qui découvrent le stade du 4 août, parce que dans la grande majorité, hormis peut-être Bertrand et je ne sais pas, Bertrand, peut-être qui ont joué à Ouaga, donc ils ont joué même à Ouaga, au stade du 4 août, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. On a des joueurs qui sont dans la découverte, du stade du 4 août. On a un public qui est dans la découverte et qui est dans l'exigence d'avoir un bon résultat. Mais on a un mastodonte aussi qui est en face de nous, voilà, qui va aussi faire de la roubladise pour ne pas perdre à l'extérieur. Et tout ça, arrivé à un moment donné, l'expérience nous a montré que les joueurs, les étalons, ne s'en sortent pas lorsqu'ils ont la pression, parce qu'ils déjouent. Ils déjouent et on va avoir des joueurs qui seront nerveux sur le terrain. Peut-être que ça ne se sentira pas. Vous allez voir les gestes les plus simples qui seront ratés. Vous allez voir, on n'aura peut-être pas la chance d'avoir quelqu'un qui va pouvoir calmer tout ça, relativiser un peu, parce que vous aurez forcément des Égyptiens qui auront des temps forts. Mais le Burkina aussi aura des temps forts. Mais maintenant, lorsqu'on aura des temps forts, à nous de profiter maintenant, saisir ces temps forts. Vous êtes déjà sur le match Burkina. Il n'arrive pas à se détacher. Non, revenons sur le match de Bissau, de ce vendredi. Pour moi, le match de Bissau, il est déjà joué. Bon, voilà. Pour moi, c'est pas déjà joué, mais pour moi, nous sommes en compétition. Et tout point pris,
est important. Ouais. Donc pour moi, la manière peut ne pas être contre Djibouti, mais il faut forcément gagner. Si on veut rêver, que ce soit par autogol ou quoi, il faut au moins avoir les 3 points pour toujours rêver. Sinon, si nous jouons bien, on apprécie qu'on a fait vraiment un bon match et que ça se termine par une défaite ou un match nul, je pense que... Ça m'étonnerait qu'on joue bien complètement. Non, on peut bien jouer sans marquer, on peut jouer et faire un match nul, n'est-ce pas? Ça veut dire Djibouti aussi peut bien jouer. On peut bien jouer, Djibouti a bien joué et au finish, c'est un match nul, n'est-ce pas? Donc, pour moi, il faut obligatoirement gagner. Bon, ajouter un peu de la manière, mais pour moi, la manière importe peu. L'essentiel, on prend les 3 points et on revient mettre l'accent sur le match contre l'Égypte pour ne pas se faire distancer parce que non, pour ne pas se faire éliminer. S'il y a quelque chose d'autre, parce qu'une contre-performance, déjà on a à 5 points d'Égypte. Si par malheur l'Égypte nous gagne ici, on sera à 8 points alors qu'il reste 2 matchs. Donc ça ne parlez pas de nous gagner ici. Non, alors oui, vous étiez au dernier entraînement des étalons, d'ailleurs qui ont décollé en début de soirée pour Bissau en vol spécial. Vous aussi, vous étiez à cet entraînement-là où vous avez pu échanger avec les joueurs, un peu de box-to-box, l'état d'esprit quand vous avez échangé avec eux. Avant même d'aller à l'entraînement, je pense que j'ai essayé de recouper quelques infos. Il s'est trouvé que les entraînements étaient très bien rythmés à Ouagadougou. Les joueurs ont apprécié la pelouse du stade du Katout. L'entraînement est assez monté à un moment où le staff a même demandé à ce que ça stoppe un peu parce qu'il faut, il faut aller avec toutes les armes parce qu'il faut éviter de se blesser et tout ça. Donc tout le monde est motivé, ça c'est bien. Pour moi, pour jouer contre Djibouti, tout de suite, il faut éviter ces histoires de bloc médian, ces histoires d'analyse. Il faut tout de suite gagner. Il faut gagner et il faut gagner beaucoup. Après, même si on gagne les 2 matchs contre Djibouti, contre Égypte par 2 autogols, c'est pas grave. On veut 6 points si on veut rêver pour aller au mondial. Donc voilà pourquoi contre Djibouti, il faut mettre les certitudes. Il faut mettre l'équipe type en place. Il faut mettre l'équipe qui est en tête où il faut gagner. Il faut gagner tout de suite. Pour moi, au bout d'une heure, lorsque vous avez 3-0, vous avez 4-0, et vous intéressez le reste aussi et les autres montent. Là, quand tout le monde vient au stade du Katout, du premier joueur au 25e joueur, tout le monde sait qu'à tout moment, quelle que soit la seconde dont on a besoin de moi, je peux apporter pour l'équipe. Donc c'est ce qu'il faut faire tout de suite. Il faut aller attaquer. Djibouti ne joue pas chez eux, ils jouent en Guinée-Bissau, nous on ne joue pas chez nous. Donc ça veut dire déjà que ça c'est bien, c'est à point égal. Donc il faut attaquer tout de suite. Après, parce qu'au stade du Katout, la pression n'est pas que sur les joueurs, la pression est sur nous-mêmes, la pression est sur les supporters et même sur nos autorités qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous remettre ce joueur-là et qui veulent quand même que pour le retour, la fête soit belle. Donc il faut qu'on gagne. Donc du coup, je crois que c'est obligatoire pour nous de battre Djibouti, peu importe la manière, et puis de battre, pour moi, de mettre les buts vite, d'être décisif, et puis après, on va gérer l'Égypte. Alors, monsieur, est-ce que vous connaissez la dernière fois que les étalons ont perdu au stade du Katout? Qui se rappelle? En 2009, contre la Côte d'Ivoire, 3-2. Ouais, ça fait longtemps. 3-2. Ça fait longtemps, là. C'était les éliminateurs de la Coupe du Monde, non? C'est la Coupe du Monde, oui. Tout à fait. Ça fait déjà longtemps. Alors, on espère que... Je voulais ajouter par rapport à l'approche de ces 2 matchs aussi le facteur, Moussabou l'a dit en début d'intervention, le facteur fraîcheur physique doit être aussi un élément déterminant parce qu'il faudra que l'entraîneur aussi ne grille pas, je vais dire, ses joueurs, voilà, parce que nous sommes en début de saison, il faut savoir jauger un peu les efforts. On ne connaît pas... habituellement, les étalons, lorsqu'ils jouaient à Ouagadougou, jouaient à partir de 18h. Maintenant, ils vont jouer à 16h. Nous sommes en une autre période. La saison des pluies, voire la saison des pluies qui est en train de finir. Tout ça, ce sont des informations sur lesquelles, pour moi, il faut être regardant parce que c'est des détails qui peuvent aussi amener la performance. D'accord. Messieurs, on va changer juste de sujet, mais qui reste en droite ligne de ces éliminatoires, c'est le mercato. C'est le mercato de nos étalons pour cet été. Moussabou, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé chez les étalons. Et Alain Didier, vous étiez à l'entraînement ce matin. On a pu quand même avoir l'avis de 2 Burkinabés qui ont changé de club. Il s'agit de Bertrand Traoré qui, à la dernière minute, quitte l'Ajax pour Sunderland. Et puis Dango Ouattara qui quitte Bournemouth pour Brentford. On va écouter le premier Burkinabé. L'état d'esprit déjà parce qu'ils sont là et on a senti qu'ils ont quelque chose à dire. Déjà, c'est une fierté pour moi de repartir en Première Ligue. Et vous connaissez, le football, c'est le football. Et voilà, il y a des trucs qui arrivent qui n'étaient pas prévus.
voilà, c'est une opportunité qui s'est offerte à moi, voilà, dans les derniers instants du mercato, et voilà, j'ai préféré saisir l'opportunité. Comme voilà, je suis un compétiteur et mon objectif aussi c'est de rester le plus longtemps possible au très haut niveau. Et après une bonne saison avec l'Ajax, je pense que ça faisait plusieurs années, je ne sais pas si depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, et si j'ai réussi à enchaîner autant de matchs sans blessure au cours d'une saison. Et voilà. Alors, monsieur Bertrand, qui à la dernière minute là, arrive à accrocher un contrat à Sunderland, Première Ligue, retour en Première Ligue, un comeback intéressant pour lui, et sportivement et financièrement. Je pense qu'à son âge, oui, c'est important. Après, à vue d'eux, on dira que vous quittez un club qui va jouer la Ligue des Champions pour venir à Sunderland. Après, à off, j'ai vraiment beaucoup discuté avec lui pour comprendre un peu les contours de tout cela. Après, il se trouve que la maison Ajax, c'est plus la même maison qu'avant. Il y a moins de finances. La preuve, c'est que l'entraîneur qui qualifie le club pour la Ligue des Champions démissionne. Il y a pas mal de joueurs qui partent, comme le capitaine Anderson qui allait à Brentford, des joueurs. Et c'est pas que on prend tu allais à Brentford, qui n'est pas qualifié avec des champions. Voilà, qui n'est pas qualifié. Il y a Brobly aussi qui quitte en même temps que Bertrand Traoré. Donc, en même temps, j'ai pu comprendre que le projet de l'Ajax, c'est un projet, ils veulent revenir à un comeback pour essayer de remettre en place leurs joueurs d'académie, pour essayer de vendre et tout. Donc, quand on a 29 ans et qu'on est Bertrand Traoré et qu'on gagne l'occasion de venir en Première Ligue, ça, c'est une vraie opportunité, comme il a dit. Maintenant, le contrat, c'est de 1 an plus 1, c'est là où tout de suite je lui ai dit, là il va falloir cracher fort, parce qu'il faut lutter pour avoir non seulement sa place déjà dans les 2 mois qui suivent, et en plus il y a la CAN qui vient. C'est que vous serez absent, même si vous n'êtes pas le seul du club. Il y a au moins 6 joueurs de Sunderland qui vont peut-être aller à la CAN, mais vous qui avez un contrat d'1 an, vous n'êtes pas d'Ingra qui a 3 ans, 4 ans de contrat, donc il va falloir être sérieux. Et puis après, même si Bertrand doit quitter Sunderland, là où c'est positif, c'est que quand vous quittez la Première Ligue, écoutez, vous ne partez pas jouer à... Voilà, donc c'est quand même assez prestigieux, donc tant mieux. Voilà, même si le gros coup quand même cette saison, c'est Dango Ouattara qui on en parle d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'après Bertrand, Didier a pu aussi arracher un mot à Dango Ouattara, qui lui a quitté Bournemouth pour Brentford. C'est le plus gros contrat d'un sportif burkinabé à l'heure actuelle, 40 millions d'euros. On écoute Dango Ouattara sur ce transfert aussi de la Première Ligue à la Première Ligue. Tout se passe bien, de mon côté ça va. J'ai été bien accueilli par tout le monde, que ce soit les coéquipiers ou le staff. Je me sens bien comme si je connaissais les coéquipiers à longtemps, quoi. Tout se passe bien. C'est un truc qui s'est fait. Les 2 clubs se sont mis d'accord. Donc moi aussi j'ai trouvé le projet du club qui me convenait, donc j'ai pas hésité d'y aller. C'est un club différent. Forcément l'ambiance elle est différente de Bournemouth. J'essaie de m'y adapter comme je peux. Donc j'ai joué qu'un match à domicile. Mais c'était un bon match et c'était un beau spectacle. Voilà, le seul match d'ailleurs joué à domicile et ça a été impacté par le but de Dango Ouattara. Zio, Dango, le plus gros contrat pratiquement aujourd'hui des sportifs burkinabés. À 23 ans en plus, il fait encore gagner de l'argent à Manchester, son club formateur. Oui, c'est une très bonne chose parce que Dango avait été victime, et plus ou moins victime de sa polyvalence. Parce qu'on a vu déjà que lorsqu'il est arrivé, il a pris ses marques, il s'est retrouvé, il était à un moment donné où c'était but sur but. Et le football anglais, c'est de telle sorte que lorsque on sent du potentiel en vous, lorsque vous êtes promoteur, tout de suite, le contraire nous aurait étonné pour qu'il n'ait pas une proposition. Je pense que s'il n'avait pas eu une proposition sur cet été, en janvier, il allait avoir une proposition. Peut-être maintenant, la participation à la CAN allait peut-être compliquer un peu les choses, mais déjà connaissant le football anglais, c'est des joueurs, et l'équipe dans laquelle il est arrivé aussi a perdu énormément de joueurs, et avec un certain profil sur lequel il a, je pense que c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur aussi qui peut jouer sur le couloir, c'est un joueur qui peut jouer latéral. Tous ces aspects-là, ce sont de la réflexion qui a été faite, et c'est un joueur encore, avec ce club-là, qui peut passer encore un autre cap. Voilà, c'est un joueur qui peut passer encore un autre cap. Et lui,
on sent véritablement la marche de progression en lui, on sent véritablement que c'est un joueur qui est impactant et les Anglais sont très regardants par rapport à ça. Alors, on peut regarder hein, le mercato de nos Burkinabés. Je regarde Arsène Kouassi qui quitte Ajaccio pour Lorient, Hervé Kofi Kouakou hein, qui devient numéro 1 du côté de l'USCO Angers, qui quitte donc Angers, qui quitte Lens. Hein. Et puis tu vas remplacer Yaya. Hein. Yaya Fofana, hein. Ce n'est pas rien. Irié, ouais, à des espoirs. Irié Syria qui lui quitte 3 pour Fribourg. Yacouba Nasser Giga qui lui est prêté un de Wolverhampton à Glasgow Rangers. Aziski, Bila qui lui quitte les Young pour le WAC. Farid Ouedraogo, le Vita Club pour Al Hilal au Soudan. Ladi Sanou qui lui quitte l'AS Sonabel pour El Merek au Soudan. Raouf Mehmet Daou qui quitte l'AS Sonabel pour les forces armées rwandaises. Pierre-Landry Kabore qui est désormais sociétaire du club écossais de Heart of Middleton qui est arrivé cet été. Ismaïla Ouedraogo qui lui quitte la Grèce pour le Danemark. Odense, voilà. Voici un peu quelques Nabi. Issoufou Dayo, qui quitte Berkane après 10 années pour le Qatar. Le mercato de Burkinabé cet été, on peut dire qu'il a été intéressant. Oui, intéressant, ça a été mouvementé et il faut noter quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès pour beaucoup de joueurs. Non seulement on a vu Dango Ouattara parce qu'il a changé de statut. À Bournemouth, c'est vrai qu'il était impactant, mais il n'était pas la tête d'affiche. Il est arrivé à Brentford. Il y a aussi Issa Kaboré, voilà. Faut pas oublier Issa Kaboré qui à la dernière minute comme Bertrand va en championship. Voilà. Enfin, on espère qu'il va pouvoir se stabiliser. Allez-y. Effectivement, voilà. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de progrès. Et Kofi aussi qui, voilà, nous l'a déjà mis dans le bain. Il a été élu 2 fois homme du match, c'est de bon augure pour les étalons. Moi, ma déception, c'est un peu Issa Kaboré, pas seulement pour la Ligue, parce que la Championship, c'est quand même un championnat de haut niveau, mais pour moi, c'est la forme. Il a été encore prêté. Et quand on voit le comportement de City, on sait très bien que City ne veut pas garder Issa parce qu'il a été quand même joueur de City pendant longtemps. Ça aussi envie de quitter City. C'est justement la norme. Le football, c'est du business. City, ils ont mis de l'argent en regardant juste 5 matchs d'Issa Kaboré, mettre 5 millions d'euros pour le prendre, le payer des gros salaires. On ne cède pas un joueur comme ça dont vous avez mis beaucoup d'argent. On a vu qu'à Marseille aurait voulu le garder, mais voilà, les finances ont fait des problèmes. Et on voit encore qu'il a été prêté et dans un an, on va revenir encore. Il restera un an de contrat. Donc, ça y est, ça de faire le taf sur le terrain parce que City fait son taf et ses agents ont fait le taf en lui trouvant des clubs de haut niveau quand même. On l'a prêté à Marseille, c'était des questions financières. Après, on l'a prêté à Benfica, ça c'est des questions sportives, c'est le rendement du joueur qui n'a pas été bon. On l'a prêté au Werder, c'est pareil, c'est des questions sportives, c'est le rendement du joueur. Donc, ça, lui, il est encore jeune. Une marge de progression, oui, et puis de pouvoir s'imposer. Mais pour moi, il y a Dango, c'est vrai, il y a Dango, il y a Bertrand Traoré, ça c'est des joueurs qui sont déjà en première ligue comme Dango, Bertrand, Dayo qui est vraiment très expérimenté, même s'il quitte Berkane pour aller au Qatar. Donc ces joueurs, ça ne doit pas nous étonner. Ceux qu'on doit vraiment féliciter, qui ont fait un grand bond, pour moi, c'est Arsène Kouassi, qui quitte déjà Ajaccio. New Star Ajaccio, saison à réserve, il était un peu malade, et puis il est venu s'accrocher, il est parti. Et il y a aussi Landry Kaboré. Landry Kaboré, parce que vous savez, il y a un grand écart entre le championnat de l'Estonie et le championnat écossais, qui reste un championnat vraiment de haut niveau. Donc c'est à lui de s'accrocher parce que les débuts sont difficiles, 2 fois sorti 45 minutes, la 3e fois même pas dans le groupe. Là il a compris qu'il est arrivé là où c'est un autre type de football, donc il faut travailler. Évidemment Syriac Irié qui est un joueur vraiment à suivre. Quand on quitte, regardez l'ascension, c'est c'est Dijon, c'est Dijon, une saison et demie, c'est 3, une seule saison, et c'est Fribourg qui va jouer l'Europe. Donc ça c'est important et je pense que c'est l'un des mercatos les plus prolifiques, les plus riches pour nos joueurs burkinabés. Et Ismaïla Ouedraogo qui part pour 1 million d'euros à Odense, c'est la première fois qu'il est acheté parce que tous les contrats ont été libres, de l'AS Douanes au PAOK, c'est une question d'indemnité de FIFA, de solidarité, du PAOK avec tous ses prêts à Tromitros, Passe et Carrosse, jusqu'à se retrouver à 1
millions d'euros à Odense. C'est la vente la plus chère de son propre club passé. Carlos, donc je crois que c'est aller dans un championnat de top 15 mondial, c'est bien pour lui. Je veux compléter en disant aussi qu'on a des joueurs, on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui restent sur le continent, mais qui trouvent de très bons clubs aussi. El Merreikh et puis Al Hilal. C'est des équipes qui sont régulièrement en phase de poule. Al Hilal, on a Ouattara qui a joué pour Majestic, Youssouf Kaboré qui a joué pour Majestic, qui a joué le Chan, qui s'est retrouvé également à Al Hilal. C'est des équipes qui sont régulièrement en phase de poule de la Champions League ou de la Coupe des Confédérations, voire souvent demi-finalistes, voilà, qui sont régulièrement Al Hilal. Florent Ibenge comme entraîneur. Ils l'ont plus. Oui, mais je vais dire, voilà, c'est un entraîneur qui avait une grande expérience. L'année dernière, j'ai eu la chance de les croiser avec le TP Mazembe. Voilà, donc quelque part aussi, cette satisfaction-là permet, c'est une maladie de riche, j'allais dire, parce que c'est à Brahma de s'arracher les cheveux pour nous sortir une liste lorsque tous ces joueurs-là sont en compétition et surtout qui sont encore dans des bons clubs. Vous voyez avec Nasser Giga au niveau du Celtic. Voilà, c'est des Glasgow. Oui, des Glasgow. Voilà, lorsque vous voyez un match Celtic Rangers, et vous voyez que 0-0. Justement, moi on l'a suivi, on a vu comment il s'est comporté et c'est une satisfaction. Ce n'est plus un rêve pour nous Burkinabés de voir nos joueurs dans ce genre de position là, mais c'est une satisfaction. D'accord. Didier, vous qui revenez de la Tanzanie, Aziz qui quitte la Tanzanie, c'est avec un pincement au cœur? Oh, un pincement au cœur pour qui? Pour Aziz? Pour Aziz, pour vous, le Burkinabé, qui avait été bien accueilli grâce à Aziz qui est en Tanzanie. En tout cas, on ne le dirait jamais assez, grâce à Aziz qui, si tu prononces son nom, tu peux avoir de l'eau à boire en Tanzanie. Donc, les Tanzaniens sont toujours attachés à leur Azizki et espèrent même le revoir. Surtout que c'est le beau désormais. C'est le beau. Mais Azizki, c'est bien. Moi, je suis même un peu content qu'il ne soit pas d'abord là en sélection. Parce que je crois que le championnat tanzanien, le championnat marocain, c'est aussi deux mondes différents. Et Azizki, avec tout ce qu'on a eu comme discours au retour de la Coupe du Monde, comme quoi on veut le rapatrier à Young Africa, le coach compte pas trop sur lui, là, c'est un autre Azizki qu'on voit lors des matchs de préparation qui essaie maintenant de s'adapter au jeu du WAC et au championnat marocain qui va bientôt démarrer. Et je pense que s'il arrive à faire plus d'efforts qu'il faisait du côté de la Tanzanie, où tout était au centre de lui à Young Africa, là, c'est un autre football qui va jouer dans un club où il y a vraiment de la pression. S'il réussit à s'accrocher pendant longtemps, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce qu'il revienne en sélection. La preuve est que c'est le Maroc qui a battu la Tanzanie sur son propre terrain. C'est-à-dire quand même que le championnat marocain est quand même au niveau du... Au niveau, messieurs, on termine cette émission avec cette histoire de tickets. Pour le 9 septembre prochain au stade du 4 août, les prix des tickets ont été dévoilés par la Fédération burkinabé de football. Le ticket VIP va coûter 100 000 francs CFA, VIP 1 50 000, VIP 2 30 000, porte 3 à 17 20 000 francs CFA, porte 2 à 18 5 000 francs CFA. Non, porte 3 et 17, 20 000 francs CFA, porte 2 et 18, 5 000 francs CFA, et il reste 2 000 francs CFA. Nabi, les prix des tickets pour un match de prestige comme celui-là, Burkina-Égypte, votre avis? Alors, mon avis, c'est déjà, je note qu'il y a assez de place pour les 2000. C'est déjà une satisfaction qui, ça va quand même permettre à un certain, on ne va pas dire le Burkinabé lambda, parce que 2000, c'est aussi de l'argent pour certains. Il y en a qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais pour moi, 2000, c'est assez raisonnable au vu de l'infrastructure et aussi du standing du match. Je crois que quand même que les gens pourront se déplacer. Et puis, vous voyez, le football, c'est une passion. Et quand on est passionné, on fait souvent des sacrifices. On va en Europe ou ailleurs des gens qui arrivent à pratiquement 1 million de francs qui économisent toute l'année pour aller voir un match. Donc je crois que quand on est passionné, à un certain moment, on fait le choix quand même de se sacrifier pour aller voir le match des étalons. Et quant au VIP et autres, ça c'est un autre monde. Je crois qu'il y a un public aussi pour ça. Et on va quand même espérer que les gens vont pouvoir faire le déplacement et remplir ce stade du 4 août là pour ce match contre l'Égypte. Didier, on vous offre un billet VIP? J'aurais voulu, mais peut-être ma bourse ne me permet pas. Si on m'offre, je prends. J'ai la chance d'être journaliste, donc ça va peut-être me permettre. Vous serez accrédité, rassurez-vous. Donc, mais pour moi, quand même, pour 2000 francs, c'est vrai que la pauvreté fait que souvent, nous, on ne planifie pas. Sinon, on sait quand même un match.
Égypte, Burkina Faso, allez voir les Sadio, les Mohamed Salah, de Dango Ouattara, de Bertrand Traoré, puis à côté Mohamed Salah, Omar Mamouche et les autres. Oui, et mettre 2000 francs quand même pour aller voir ce spectacle-là, c'est pas aussi trop, même si on sait que c'est pas simple, mais je vais dire prochainement peut-être pour les gens, si on connaît le programme des matchs, tu peux peut-être mettre 100 francs dans ton coffre tout en sachant que dans 2 mois, 3 mois, il y a un grand match au stade du 4 août. Tu peux casser ton coffre pour aller voir. Donc, pour les VVIP, comme il a dit, c'est réservé à un public cible. Voilà, donc, si toi tu te plains que tu n'as pas 2000 francs et que tu n'as pas 100 000, bon, tu peux aller au niveau des 5 000 ou des 2000 francs. Donc nous invitons quand même la population burkinabé. Surtout que le confort est désormais là au stade du 4 août. C'est plus un stade du 4 août avec des gradins, mais c'est un stade du 4 août avec des sièges assez confortables. C'est un lieu de vie désormais le stade du 4 août. Oui, tout à fait. Je pense que la réflexion a été beaucoup assez profonde pour essayer d'équilibrer un peu. Lorsque vous regardez, il y a 100 000, mais on essaie de descendre au fur et à mesure pour permettre à tous les Burkinabés de réfléchir, à chacun à sa bourse, d'avoir le maximum. Mais c'est un stade du 4 août où c'est un joyau. Ça a été revu et le stade du 4 août est quelque part aussi a besoin d'être entretenu. Aujourd'hui, vous allez suivre le match avec la possibilité d'avoir un salon VIP. Bon, donc, on ne peut que demander à chacun de faire un effort dans ce sens-là. Lorsque on ne va plus sur les gradins, on va maintenant suivre le match avec des chaises. Donc, il faut faire un effort par rapport à cela. Et on a eu la chance, rien que l'an passé, de suivre la CAN, où beaucoup de nous avons eu la chance d'y être. On a vu comment étaient les stades. Et aujourd'hui, voir le stade du 4 août et voir les prix, je pense que dans d'autres contrées, comparaison n'est pas raison, mais dans d'autres contrées, c'est un peu plus cher même encore que ça. Mais pour commencer, je pense que les prix sont raisonnables et abordables. Alors, Bilan, vous aussi qui tournez un peu dans les 4 coins du monde, avoir 2000 francs CFA, 5000 francs CFA, 20 000 francs, 30 000, 50 000, 100 000, je pense que vous signez tout de suite. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut regarder parce que c'est 100 000, c'est 50 000 ou c'est 2000. C'est qu'on a longtemps espéré avoir un stade aux normes. Et moi, j'espère que ces prix-là, on doit pouvoir les payer parce que c'est la seule occasion d'avoir de l'argent et pouvoir entretenir le stade. Parce que j'ai plus envie de voir des marches, des meetings, des concerts, de l'aérobique, tout ça au stade du 4 août parce que c'est le seul stade qu'on a maintenant. Donc c'est lorsque les étalons vont jouer de Bobo du Lasso. Oui, maintenant qu'on a, en attendant, et même quand on a plusieurs stades, on a un stade quand même tout qui fait office de référence. Voilà. Donc en attendant d'avoir tout ça, c'est cet argent qu'on utilise et pour pouvoir assurer la pérennité quand même du stade et puis tout cela. Donc ça c'est valable. Donc chacun peut se retrouver. Maintenant, là où j'invite les différentes autorités, c'est de pouvoir vendre les tickets dans toute la transparence possible, que celui qui a payé son ticket puisse avoir accès au stade au prix de son ticket, qu'on ne retrouve pas des tickets comme on l'a vu très souvent. Le stade est plein avec des tickets dehors et tout ça. Donc ça c'est vraiment une invite quand même, que ce soit à la fédération, je ne sais pas qui s'occupe vraiment de tout ça, de pouvoir regarder. Sinon pour les prix, pour moi il n'y a aucun souci, ça passe. Celui qui peut il y va, celui qui ne peut pas, la télévision nationale diffusera le match, on regardera les matchs et prochainement chacun puisse planifier pour pouvoir regarder un match parce que c'est le football, ça coûte. Voilà. C'est vrai, le football, ça coûte. Et déjà, vendredi prochain, nous serons en direct sur la RTP pour voir ce match Djibouti-Burkina Faso sur le coup de 16h, avec une pluie d'antenne prévue à 15h30 pour ce match. Et qui doit véritablement pouvoir lancer la rencontre du mardi prochain du côté du stade du 4 août entre le Burkina et l'Égypte. C'était un retour des étalons donc, dans la couverte de Gunguin. Et tout le monde est invité. Les tickets seront mis en vente à partir du 6 septembre. Après juste le match Bissau-Djibouti, il va falloir vous rendre sur les sites indiqués. Je pense au CIAO, au stade municipal, au Palais des Sports, à Jean-Pierre Guingané, et bien dans
bien d'autres endroits pour donc acheter les tickets. C'est sûr d'ailleurs ce mot qu'on va mettre un terme à cette émission de ce soir. On vous rappelle que les étalons ont bougé ce soir même pour Bissau. Le match c'est pour vendredi prochain sous le coup de 16h. Monsieur, merci d'être passé à faire le débat avec nous. Juste Frem Zio de Ake News. Merci beaucoup d'être là. Merci, c'est encore un plaisir de Nabi Bayala, vous aussi vous préparez la Super Coupe AGSP pour le 14 septembre prochain du côté de l'Immigration. On est à pied d'œuvre pour pouvoir offrir aussi un bon spectacle après la victoire des étalons face à l'Égypte. Moussa Bila. Merci Las, et puis rendez-vous le 14 septembre à Bobo, on est en plein, en espérant avec 6 points déjà des étalons. Voilà. Alain Didier Compaoré. On est ensemble ici. Merci. Merci beaucoup. Merci amis téléspectateurs d'avoir fait le débat à notre compagnie. Merci à toute l'équipe de réalisation réunie autour de Moussa à Saint-Poré. Merci de nous avoir suivis. Sportbox, on a pris du plaisir et à très bientôt.